bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui ce webinaire sur la création et l'utilisation d'une biobanque. Ce webinaire a été organisé avec la contribution de Jean-François Émile, qui est responsable du CRB d'Ambroise Paré, Lamia Grimaldi, moi-même et Catherine Guettier, qui est co-responsable du CRB de Paris-Saclay avec moi. Donc, on va vous parler aujourd'hui, en fait, déjà de nos deux CRB sur le GH Paris-Saclay. On va voir les étapes clés à suivre pour l'utilisation d'une biobanque existante, les conditions requises pour la création d'une biobanque de novo en 2022, la réglementation concernant les biobanques et la valorisation des collections. Évidemment, vous pourrez poser vos questions à la fin. Alors, sur notre GH, on a la chance d'avoir en fait une organisation qui est multisite depuis longtemps, hein, depuis la création en 2011 par Sophie Prévost du CRB, c'était déjà 3 sites. Et donc, on a aussi un autre site du fait de notre rassemblement qui existait aussi en Anapat à Ambroise Paré, donc qui est dirigé par le professeur Émile. Donc, nos CRB, en fait, comme vous le savez, pour la plupart, nous sommes habilités pour la gestion des ressources biologiques à des fins de recherche. Ceci est validé par une certification AFNOR. Donc, les deux CRB sont certifiés AFNOR depuis de nombreuses années, mais ils ont aussi une autorisation Codeco, donc qui est faite pour le stockage, pour des projets de recherche, donc des échantillons de recherche, mais surtout, ce qui vous importe beaucoup, c'est pour l'export, et notamment l'export international, où il faut des autorisations pour sortir des échantillons biologiques de France. Et donc, si vous n'avez pas d'autorisation de stockage Codeco, vous ne pouvez pas faire d'export. Voilà. Donc, dans cette configuration, maintenant, on verra de RGPD, tout ça, c'est très important. Si vous avez des projets internationaux, de revenir vers nous. On vous aide à la conception et l'optimisation de la biobanque, au circuit, à la réception, à la préparation. Sur le site donc, de Bicêtre, on a une centralisation avec de la robotique, mais aussi de l'extraction robotisée d'ADN et aussi d'ARN. Et on est en train de travailler sur un projet d'extraction de PBMC sur le site de Bicêtre. Les autres sites qui sont le site de virologie dirigé par le professeur Anne-Marie Roch à Paul Brousse et l'Anapat sur les sites de Paul Brousse, Béclair et Bicêtre, réceptionnent aussi des échantillons, évidemment. Et un dernier site a été ouvert, celui de Raymond Poincaré, qui est piloté par le docteur Anne-Laure Roux, et qui réceptionne aussi des échantillons. Il y a un stockage local sur tous nos sites hospitaliers. Donc, on a une grosse centralisation ou une duplication des banques sur le site de Bicêtre, avec une grosse capacité de stockage à -20, -80 et à -196 pour les PBMC. Notre système est équipé d'un logiciel de traçabilité des échantillons, aussi bien pour l'entrée, mais aussi le contrôle des températures, mais aussi la sortie des échantillons et leur valorisation à long terme. Côté réglementaire, donc les CRB vous aident pour les mises à disposition de vos échantillons. Alors, quand vous avez des projets de collaboration, mais aussi on vous aide à effectuer des recherches sur des biobanques qui existent, donc des mises à disposition en interne. Donc, nous sommes impliqués depuis 3 ans avec le DRCI dans une démarche de valorisation et nous avons la chance d'avoir un ingénieur valorisation biobanque qui est Nisrine Soltani, que vous connaissez, et qui a aussi maintenant une grande expertise pour vous aider à monter des MTA et suivre vos travaux de valorisation. Alors, les étapes clés maintenant à suivre pour l'utilisation d'une biobanque, eh bien, on va parler déjà des biobanques existantes. Donc, dans nos CRB, aussi bien à Ambroise Paré ou ici sur le GH Paris-Saclay, on a des collections qui, des fois, ont été constituées dans le cadre du soin. Et ensuite, eh bien, ces collections, dites des fois fonds de tube, elles sont requalifiées. Et dans ce processus de requalification, eh bien, une non-opposition a été mise en place où il faut, pour ces échantillons pour lesquels on va faire des analyses génétiques, il faudra prévoir un consentement.
On a des collections de type cohorte qui viennent du soin ou de programmes larges de recherche. Et à nouveau, si ce sont des programmes larges, il faudra nécessairement une non-opposition pour un programme plus précis ou un consentement si à nouveau vous faites de la génétique. Nous allons aussi vous expliquer les collections prospectives qui sont en cours, qui sont en train d'être constituées avec une question précise et donc des tubes dédiés. Et puis, nous avons aussi contribué à la mise en place de collections prospectives à questions larges. Et donc, vous avez déposé pour certains des CPP. On vous accompagne sur cette démarche pour avoir des tubes dédiés recherche pour lesquels il faut un consentement. Et si on change la finalité de la recherche, réinformer les patients. Donc, on va vous détailler un petit peu plus tout cela. On va vous expliquer dans un premier temps concernant les collections existantes. Donc, nos CRB sur le GH Paris-Saclay, mais aussi au niveau de l'AP, sont riches de plus de 5 millions d'échantillons donc déclarés là en 2021. Donc, c'est vraiment une richesse énorme pour la PHP, mais aussi pour vous, chercheurs. Et donc, il faut un petit peu, en fait, des fois sillonner sur différents sites pour comprendre en fait comment on peut utiliser ces échantillons. Donc on a essayé de faciliter les choses. On a, sur le site du CRB Paris-Saclay, une demande où vous pouvez remplir une fiche pour nous demander des échantillons avec une certaine caractérisation. Et grâce donc au soutien du DRCI, on a pu monter un catalogue des CRB de l'AP qui ouvre des collections à collaboration. Et donc, vous avez aussi tout un listing qui est ouvert pour voir si vous avez besoin d'échantillons. Donc, ces échantillons, ils sont référencés et des fois, les titres des collections ne correspondent pas à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Quelquefois, il n'y a aucune collection disponible, aussi bien sur le GH Paris-Saclay ou au niveau de notre catalogue APHP. Donc, à nouveau, il faut nous contacter, puisque nous sommes partis d'un groupe national des CRB qui regroupe tous les CHU de France. Et donc, on a aussi ce réseau qui maintenant s'est structuré pour aider à la valorisation et vous aider à retrouver des échantillons. Alors, le catalogue de Biobank APHP est en ligne sur le site du DRCI et vous devez vous enregistrer avec un mail pour ensuite consulter toutes les collections qui sont disponibles. Alors évidemment, chaque CRB a signé une charte pour participer et ce sont des collections qui sont ouvertes à collaboration, mais évidemment, elles suivent le même process de mise à disposition qu'on verra tout à l'heure. Donc, le but de ce catalogue, c'est de rendre visibles les collections aux académiques et aux industriels, de faciliter leur utilisation et de permettre de répondre rapidement et efficacement à une demande ou un appel d'offres ou des appels à projets. Alors, les collections qui sont disponibles dans un CRB, souvent, en fait, on a un système d'organisation qui est assez similaire, aussi bien à Ambroise-Paré que chez nous. On va avoir une demande qui va être validée par un comité de pilotage qui va évidemment vérifier que le promoteur, le PI, mais aussi le comité scientifique qui a déposé la collection est tout à fait ouvert pour collaborer et ouvrir à collaboration. On va aussi demander un budget pour la mise à disposition de ces échantillons. Et on va vous accompagner aussi sur les dépôts pour un comité d'éthique pour réinformer les patients si ce sont des collections existantes pour réutiliser les échantillons. Ensuite, il va y avoir la nécessité de faire soit un MTA qui décrit la cession d'échantillons avec des données cliniques et dans quel contexte ça s'inscrit. Et puis, vous allez aussi être à voir en fait tout ce process qui est contrôlé en fait par ce comité de pilotage. Donc, vous allez avoir les collections existantes qui sont des fois aussi avec une partie qui ne peut pas être cédée. Donc, nous, en tant que CRB, on va faire une étude de faisabilité.
On va attendre l'accord du COPIL. Donc, l'accord du COPIL est assez rapide, mais il faut que la demande soit aussi assez précise, puisque souvent les retards qui sont imputés au CRB sont en fait dus au demandeur qui a changé quelquefois d'avis concernant les données associées à ces ressources biologiques. Donc, une fois ceci fait, Julie Tisserand, l'ingénieure opérationnelle, vous fournit un devis. Et puis, si évidemment c'est une collaboration avec de la propriété intellectuelle et différentes choses, le MTA va être mis en place avec la DRCI. Donc, il va y avoir la validation qui va être nécessaire avant la sortie des échantillons biologiques. Alors, juste un bref rappel pour le MTA. Donc, c'est un contrat de transfert de matériel biologique qui est un accord par lequel l'AP transfère à un partenaire académique ou industriel un matériel biologique. Et il permet de déterminer donc, les conditions financières de transfert des ressources, définir les conditions d'utilisation. Et ça, c'est très important. Souvent, vous ne percevez pas en fait que vous pouvez avoir une équipe qui va premièrement répondre à une question et ensuite eh bien, peut-être réutiliser quelque chose qui n'était pas prévu dans le contrat. Donc, ça vous protège aussi en tant que déposant et ça vous protège dans la collaboration. Il faut déterminer les conditions de valorisation et publication des résultats. Et il faut écrire aussi donc l'éventuelle restitution du matériel non utilisé si c'est par exemple des maladies rares et que vous souhaitez en fait eh bien, recevoir à nouveau ces échantillons. Donc, le MTA peut inclure des données associées, données cliniques de base, mais si ces données deviennent trop importantes, bah, il faut envisager un autre type de contrat. Et donc là, le DRCI, nous avons des référents par GH, donc nous, on a la chance d'avoir un référent très efficace. Et donc, en fait, on a des entretiens réguliers pour vous aiguiller vers les meilleurs contrats de collaboration. Alors, les ressources biologiques, en fait, il y a maintenant quelque chose qui vous est familier, c'est le RGPD. Eh bien, en fait, les ressources biologiques, elles s'inscrivent comme des données sensibles. Et les données de santé sont aussi des données qui doivent être eh bien, encadrées. Et donc, c'est cet article 9 du RGPD qui parle du traitement des données génétiques, des données biométriques, aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé. Donc, toutes ces ressources biologiques qui sont considérées comme des données aussi, eh bien, on va devoir mentionner dans nos lettres d'information et dans nos consentements les mentions propres au RGPD. Alors, les collections biologiques et la protection des données à caractère personnel, et ça, c'est très important. C'est une clarification qui a été faite il y a quelque temps par Lorraine Demerville du DRCI, la juriste du DRCI. Donc, on va vous parler souvent en fait de besoin de remplir un petit protocole pour décrire pourquoi vous allez utiliser ces collections biologiques et vous allez devoir eh bien, avoir des collections qui sont destinées à être conservées à des fins scientifiques pour des programmes de recherche, donc avec des réutilisations ultérieures. Et puis, vous allez avoir des collections qui sont réalisées à l'occasion d'une recherche one-shot. Donc ça, c'est les deux déterminants actuellement aussi des collections biologiques. Alors, celles qui sont réalisées dans le cadre d'une recherche, eh bien, elles s'inscrivent dans un cadre juridique des recherches de santé avec la nécessité eh bien, de suivre les formalités de la protection des données et il faut qu'elles soient conformes à la méthodologie de référence et l'inscription à des registres. Et il faut aussi qu'il y ait les autorisations CNIL, recherche santé et des inscriptions au registre. Donc ça, c'est un travail justement qu'on a mis en place avec Lamia Grimaldi et le work de Paris-Saclay depuis quelque temps où on a un accompagnement concernant ces formalités. Pour les collections biologiques qui sont destinées à être conservées, si la recherche ne s'inscrit pas dans le cadre juridique des recherches de santé, si les données issues des collections d'échantillons biologiques sont bien considérées comme des données à caractère personnel au sens des lois et réglementaires en matière de protection des données, eh bien, ces collections biologiques eh bien, suivent un process qui est moins contraignant. Lorsque le projet est mixte, donc vous avez souvent un volet recherche et un volet de conservation, il est recommandé d'anticiper et dès la conception du projet, à bien écrire
dans la lettre d'information, mais surtout dans le formulaire de consentement, tout ce que vous envisagez de faire. Et c'est là où souvent on a en fait des complications puisque les choses n'ont pas été bien anticipées. Alors, pour les études, en fait, vous avez maintenant bien en tête les différents types de catégories, les catégories 1, les catégories 2 et les catégories 3. Donc, pour les ressources biologiques, beaucoup s'inscrivent dans cette catégorie 3, des actes pratiqués, des produits utilisés de manière habituelle, il n'y a pas de risque ni de contrainte. Globalement, les anciennes recherches non interventionnelles et ces échantillons biologiques eh bien, peuvent être sous la nécessité d'avoir simplement une non-opposition s'il n'y a pas de génétique et une information individuelle doit être donnée au patient. Et s'il y a besoin de génétique, évidemment, un consentement écrit est nécessaire. La non-opposition dans le cadre de la recherche clinique, eh bien, elle est nécessaire pour les données, mais aussi pour les échantillons. Et c'est là où les lettres d'information, du fait maintenant de la mise aux normes de nos établissements sur le RGPD, eh bien, il faut aussi avoir des mentions spéciales concernant les données, mais aussi les échantillons qui vont être utilisés. On va voir maintenant la partie qui est pour les créations d'une biobanque de novo. Donc, vous avez ces collections prospectives dites tubes en plus. Alors souvent, vous allez avoir eh bien, une superbe idée. Et en fait, c'est vrai qu'il ne faut qu'un seul tube en plus. Mais souvent, en fait, l'idée fait qu'il faut plusieurs tubes en plus. Et donc là, en fait, il va falloir aussi eh bien, avoir une démarche un petit peu plus anticipée et savoir si on veut répondre à une question précise avec une collection. Et dans ce cas-là, eh bien, nous vous accompagnons pour des dépôts de RIPH3. Et l'AP-HP va être promoteur de ces dépôts de RIPH3, mais il va falloir eh bien, passer par une URC et avoir rédigé un projet avec une description de ce projet. Et puis, vous allez avoir des collections et des projets qui vont répondre à une ou des questions avec des critères secondaires. Donc, à nouveau, vous allez aussi devoir eh bien, mettre ça bien écrit dans un protocole et déposer au CPP une RIPH3 ou une RIPH2. Vous allez avoir des fois des projets avec des idées larges de recherche. Et donc, à nouveau, il va falloir écrire tout cela et déposer en fonction du nombre de tubes et du caractère invasif, eh bien, une RIPH3 ou une RIPH2. Alors, concernant l'organisation des circuits d'entrée des collections au sein des CRB, les collections prospectives sans projet de recherche, il va y avoir une demande du déposant. Ce demande de déposant, on a un formulaire qui est disponible sur notre site internet. Et donc, on va eh bien, vous demander des informations pour évaluer le coût de la mise en banque de cette collection. Et le coût, ce n'est pas que la congélation, mais souvent la transformation de vos échantillons. On va présenter votre demande au COPIL et ensuite, eh bien, votre collection pourra rentrer dans le périmètre du CRB. Si vous avez un projet de recherche scientifique et le CRB va aider à la conception du projet avec l'URC dès le début, on va vous accompagner pour les demandes réglementaires. On va ensuite suivre le même procédé. Une fois qu'on aura toutes les demandes réglementaires OK, on va déposer l'entrée du projet de recherche. On a aussi des demandes concernant en fait des collections rétrospectives. Donc ces collections rétrospectives, des fois en fait, vous allez les utiliser pour faire déjà peut-être une première étude pilote. Et ces échantillons, à nouveau, il faut nous lister vos besoins avec les données associées de ces échantillons qui sont des fois disponibles, des fois il faut aller les rechercher. On va faire l'étude de faisabilité, on va passer au COPIL et ensuite, eh bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on fera un devis et un dépôt de MTA. Et on va, si c'est des collections où vous avez
besoin de réinformer le patient qui n'était pas informé dans l'objectif principal de la création de cette collection, passer au comité d'éthique ou passer au CPP. Et on va ensuite sortir les échantillons. Pour les collections prospectives, à nouveau, là, c'est les demandes réglementaires qui sont faites, tout est prêt. On va faire une étude de faisabilité pour savoir si notre CRB est dans la capacité de recevoir dans les heures ouvrées vos collections. Et ensuite, on va essayer de faire les démarches réglementaires pour avoir les échantillons. Alors, concernant les échantillons qui sont recueillis dans le cadre du soin et qui vont être requalifiés, il y a 4 ans, nous avons travaillé avec la collégiale des CRB que je pilote au niveau de la PHP et différents collègues à l'homogénéification d'un formulaire de non-opposition et de consentement d'utilisation des échantillons à des fins de recherche et des données associées issues du soin. Et donc, vous avez ce formulaire de consentement qui vous permet de noter ce qui est proposé pour être conservé, donc informer le patient. Et ensuite, ce formulaire de consentement doit être conservé dans le dossier patient, mais aussi dans le dossier du service potentiellement. Donc, nous, on travaille beaucoup du côté ANAPAT, et quand, en fait, les échantillons sont requalifiés pour la recherche, ce formulaire est transféré dans notre logiciel de gestion des échantillons pour la recherche. Alors, nous avons aussi mis en place des affiches à destination des patients. Alors ça, c'est une initiative du GH Paris-Saclay pour mieux informer les patients lorsque vous allez les solliciter avec ces formulaires de consentement. On a déployé une affiche qui est dédiée pour l'instant plus aux adultes, mais dans les différents services du GH. Là, voici cette affiche. Donc, on a refait un point avec pourquoi on collecte des échantillons biologiques, quelles sont les étapes et pourquoi on vous sollicite pour un consentement. Et ensuite, nous avons mis en place en fait quelque chose qui est très pratique pour la réinformation des patients. On le verra, et le RGPD. C'est sur notre site internet, les correspondances donc, pour nous contacter. Si le patient désire s'opposer à un moment à l'utilisation de ces échantillons, il y a une adresse mail générique du CRB, et aussi le patient peut voir dans la grande collection les projets ancillaires qui ont découlé de cette grande collection auquel il participe. Nous avons donc sur notre site internet ces grandes collections qui sont référencées et qui sont mises à jour régulièrement pour les nouveaux projets qui découlent de ces grandes collections. Donc ça, c'est la mise à jour 2022 là, du site du CRB avec, vous voyez, un encart pour « Vous êtes patient », donc des informations dédiées aux patients. Voilà. Donc, si vous avez des questions concernant ces différents points, avec Lamia Grimaldi et Jean-François Émile, on est tout à fait ouvert pour répondre à vos questions. Merci Céline. Il y a des questions qui sont apparues sur le groupe, sur la discussion écrite, hein, si tu peux. Alors, là, j'ai l'écran, mais je n'ai pas la discussion, salle de discussion. Alors là, une des premières questions d'Anne-Marie Roch était sur, concernant les fonds de tube, comment choisir entre un avis CPP et un avis IRB? C'est pas un choix. Là, je te laisse répondre, Lamia. D'accord. Alors, en fait, ce n'est pas un choix. S'il n'y a que des fonds de tube de prélèvement issus du soin, tu n'as pas besoin de CPP. En revanche, si tu as un volume en plus de ce qui est juste prélevé dans le cadre du soin, à ce moment-là, ça veut dire que tu as besoin du patient et ça veut dire que tu es dans une recherche impliquant la personne humaine et donc tu passes en loi Jardé et donc CPP obligatoire. C'est pas un choix, en fait, ça dépend des prélèvements que tu vas utiliser. Soit c'est du pur soin, c'est-à-dire avec ou sans ton étude, la ressource biologique est là. C'est bien ça que je disais, fond de tube, hein. C'est-à-dire fond de tube, c'est IRB, quoi. Voilà. Ok. Si uniquement fond de tube, IRB, mais requalification, hein, comme tu le sais. Oui, oui. Voilà.
Alors, il y avait une question sur la fiche qui est validée par le CPP. Alors, en fait, la fiche, elle n'est pas validée par le CPP, elle est validée par la DPO, qui est une personne très importante dans nos GH. Elle a été aussi discutée au niveau du DRCI. Et pour l'instant, elle remplit en fait les prérequis. Et il faut absolument que vous fassiez une information à vos patients et surtout signer une non-opposition ou un consentement. Je vais juste rajouter, parce que la question, je pense qu'il y a juste pour bien clarifier, quand on ne tombe que sous le coup, quand on est hors loi Jardé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une recherche qui implique la personne humaine. Donc, quand on est sur une étude sur données et sur ressources biologiques existantes en dehors de la recherche, à ce moment-là, tu ne tombes pas sous le coup du CPP. Le CPP, c'est uniquement recherche impliquant la personne humaine. Donc, dès que tu ne tombes pas sous le coup du CPP, très bien, tu n'as pas besoin de passer par un CPP. En revanche, les RGPD s'appliquent toujours. Elles s'appliquent tout le temps. Et les RGPD, c'est l'information des patients pour leur donner la possibilité de s'opposer à l'utilisation de leurs données. C'est pour ça que cette affiche n'a pas besoin en soi d'être validée par un CPP, parce qu'elle est pour le côté RGPD. Maintenant, dès que tu vas rentrer dans une recherche impliquant la personne humaine, cette affiche ne suffit plus. C'est pour ça que Céline disait bien qu'on était dans le cadre du soin et que ce n'est pas dans le cadre de la recherche impliquant la personne humaine. Justement, pour cette distinction, si on est simplement dans l'information, c'est-à-dire l'information de l'utilisation de données, les fonds de tube étant considérés comme des données, si j'ai bien compris, est-ce que une de mes questions que j'avais écrite, c'était est-ce que la fiche suffit comme information ou est-ce qu'il faut malgré tout passer par le formulaire de non-opposition? Est-ce que cette affiche et la possibilité d'aller sur le site internet, voir tout ce qui existe comme recherche sur données, est-ce que ça suffit, ça peut être considéré comme suffisant comme information? Ça peut être considéré comme suffisant si tu es dans le cadre pur d'une étude hors loi Jardé. Sur données, oui. Voilà. C'est ça. Et en fait, dans ces cas-là, Céline, peut-être que tu veux rajouter une précision parce que normalement, ça concerne quand on est en non-opposition, en affiche collective, c'est lorsqu'il s'agit du service des patients d'équipe interne. C'est-à-dire que si on considère que la biologie est un grand service ou qu'on met des affiches partout en considérant qu'on est un seul grand centre, c'est possible. En revanche, si tu fais du multicentrisme, c'est-à-dire que si tu es en train de faire un projet qui va toucher plusieurs autres services hospitaliers à la paix ou ailleurs, ça ne suffit plus. Il faut qu'il y ait une information individuelle. Lamia, je peux prolonger la question sur la fiche. Certains laboratoires ont intégré en bas de leur compte-rendu une petite phrase indiquant, sachant que les patients reçoivent souvent leurs analyses, que ce soit biologiques ou anapathes, ont intégré une petite phrase disant les prélèvements restants peuvent être utilisés pour la recherche ainsi que les données associées. Est-ce que tu penses que la fiche pourrait maintenant dispenser ces laboratoires de mettre cette phrase en bas de leur compte-rendu ou est-ce que c'est deux modes d'information différents? En réalité, alors ça, ce sont deux modes d'information différents parce qu'il est individuel. Le deuxième mode, le patient le reçoit individuellement. Maintenant, le problème, c'est que ça, c'était à tous les coups correct, bon, depuis jusqu'en 2018. En 2018-2019, la CNIL a changé de paradigme. C'est pour ça que je disais, il y a une distinction à faire quand c'est des patients d'un service donné, même si c'est un peu
entre guillemets, hypocrite parce que les gens ne reviennent pas toutes les 2 secondes dans le service pour voir les affiches, quoi. Même peut-être ils y viennent une fois, ils n'y reviennent plus du tout et tu vas réutiliser leurs données alors qu'ils n'ont pas eu la possibilité de s'opposer et de savoir exactement à quoi ils s'opposent, quoi. Parce que l'idée de la CNIL et des RGPD, c'est de dire, vous gardez le matériel, vous prévenez, mais à chaque fois que vous faites une étude particulière sur ces prélèvements-là, vous devez mettre au courant les patients concernés et leur dire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Enfin, est-ce que vous vous opposez ou pas? Et dans les 3 semaines qui viennent, si on ne reçoit pas d'opposition, ben, c'est qu'on considère que vous acceptez. Tu vois, c'est ça l'idée réellement. Quand on met des affiches, c'est pas vrai que tout le monde a l'opportunité de s'opposer. Mais ce qu'a mis en place la PHP, c'est sur son site, elle a mis la liste de toutes les études sur données qui se passent et normalement, il y a une possibilité de contacter, d'avoir un lien pour dire « je me pose à ça ». Donc, moi, pour répondre à ta question, je dirais il vaut mieux garder les 2. Comme ça, on a quand même une… Sachant que l'idéal, ça serait qu'à chaque fois, on puisse leur dire qu'ils peuvent, enfin, qu'ils doivent se référer au site de la PHP pour regarder ce qui est les études en cours sur données. Ça serait ça l'idéal, c'est de rajouter le site. En fait, maintenant en parlant, c'est que maintenant, il faudrait rajouter le site, en fait. Et je pense que c'est ce qui est mis dans la note d'info qui a été validée par la DPO. Alors, nous sommes en ce moment, avec la collégiale des CRB, en train de travailler avec le DRCI sur un groupe de travail sur le e-consentement et la non-opposition. Donc, on est en train d'auditer des sociétés qui proposeraient en fait de la non-opposition en e-non-opposition et e-consentement. Voilà. Donc, il y a un groupe de travail qui est piloté par Diane Martinez. Moi, j'en fais partie avec différents biologistes et anapathes et des gens aussi des unités de recherche clinique. Mais entre-temps, il vaut mieux rajouter le lien tout à fait. de la liste des études sur données. Il y a Laurence qui attend depuis tout à l'heure, je vois sa main. Laurence? Oui, enfin, je vais survivre d'attendre. Alors, j'ai 2 questions. Je ne comprends pas très bien la notion de non-opposition, parce que pour moi, une non-opposition, elle doit être éventuellement tracée par le médecin, mais il me semblait qu'il y avait beaucoup d'études où ils affichaient justement le site Internet où le patient ou le patient pouvait aller et s'opposer. Et donc, il n'y avait pas un retour individuel. Donc, je ne comprends pas bien la notion de non-opposition. En fait, je ne comprends pas en quoi elle est différente. En fait, qu'il y a en ce moment. C'est 2 étapes différentes. Tu dois délivrer l'information sur ce que tu vas faire de manière individuelle ou collective, dépendamment de multicentrique ou équipe de soins, pour faire vite. D'accord ? Donc là, tu délivres l'information et tu dis, voilà, mais l'information que tu délivres, elle est à 2 étapes différentes. Soit tu délivres l'information au moment où tu constitues la collection biologique ou ta base de données au sens large, et à ce moment-là, tu dis, voilà, je suis en train de constituer ça aux fins de recherche, et vous pouvez aller sur tel site web de la PHP, du registre en question, ou peu importe, et vous allez voir toutes les recherches particulières qui vont utiliser les données et les ressources biologiques. Donc, c'est pas… Voilà, c'est là où je te reprends, parce que tu leur dis ça une fois. Voilà. Par exemple, on leur donne la note d'info. On leur dit, voilà, toutes les recherches qu'on va faire grâce à vos données et vos prélèvements, elles sont sur ce site-là. Donc, tu n'as pas à revenir. Exactement. Attends, je finis ma question pour être sûr que c'est la bonne. Tu n'as pas à revenir vers eux si tu rajoutes des nouvelles études. Oui.
Donc, c'est pas une information tant individuelle. Enfin, je vois pas en quoi c'est une information individuelle, mais c'est pas grave si on juste, je vais pas jouer sur les mots. Ben, C'est- l'information individuelle, c'est au moment où tu leur délivres cette information-là. Mais après, libre à eux d'aller ou pas sur ce site. S'ils y vont pas, voilà, tant pis ou tant mieux, je ne sais pas comment dire, mais on n'a pas à vérifier, on n'a pas à faire autre chose que de mettre à jour l'adresse du site, c'est ça? Complètement, voilà, D'accord. Bon, alors complètement. maintenant, j'ai un autre cas de figure qui est un recueil de données, une cohorte, une recherche existante depuis 20 ans, donc avant RGPD, tatati, tatata, avec des prélèvements, une biobanque, un consentement à la biobanque, un consentement à utiliser les prélèvements pour des recherches centrées sur la pathologie en question, mais pas de site internet et pas de liste des projets en cours. Donc maintenant, alors pour les nouveaux patients, on peut changer le consentement pour les informer d'une adresse, d'un site où ils peuvent voir les études en cours, mais quid des anciens patients, ceux qui ont déjà été inclus? Comment faire pour, puisque maintenant on est obligé de les informer des études qu'on va faire et sur les prélèvements et les données auxquelles ils ont consenti? Alors, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut que les anciens patients soient informés des recherches que vous allez faire, des nouveaux objectifs auxquels vous allez répondre à partir des données de la cohorte et de la biocollection, ou peu importe, des données que vous avez. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est renvoyer un courrier, une note d'information. Est-ce que vous avez mis en place un site? On est en train, mais il n'est pas fait. À mon sens, le mieux, c'est quand même de mettre en place le site, même s'il n'est pas extraordinaire, mais au moins un encart pour pouvoir mettre la liste de toutes les études sur données que vous voulez faire à partir des données de votre cohorte, et vous envoyer un courrier à tous les anciens patients. Ce que te demande la CNIL aussi, c'est de pouvoir démontrer que tu as tout fait pour délivrer l'information à ces patients-là. Donc, tu envoies un courrier à tous ces patients en leur disant, maintenant, il y a un site. Dorénavant, si vous voulez vous opposer, vous allez regarder la liste et devant chaque objectif nouveau, vous mettez globalement un téléphone, un email, une adresse à contacter pour demander des informations. Parce que parfois, les patients, ils appellent juste pour demander des infos en plus et pas forcément s'opposer. En tout cas, avant d'envisager de s'opposer. Donc, il faut qu'ils puissent demander cette info et avoir l'opportunité de s'opposer. Donc, moi, ce que je te conseillerais, et s'il y en a plusieurs autres dans le même cas, c'est d'envoyer un courrier qui les informe de la mise en place de ce site, de la possibilité d'aller voir toutes les études qui se font ou qui vont se faire et la possibilité de s'opposer. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce web séminaire aussi. Merci Laurence. Oui. Alors, d'autres questions? Il y avait une question sur des données associées aux ressources biologiques. Sont-elles limitées à celles communiquées sur le bon d'envoi de l'échantillon ou peuvent-elles recueillies à partir du dossier médical du patient? Alors, nous, on fournit justement des ressources biologiques avec des données associées, mais il faut que ça soit précisé. Et il faut qu'on vérifie justement, avant de vous communiquer tout ça, si on a le réglementaire pour fournir les données associées qui seront aussi, ils feront évaluer aussi, et ce sont des données qui contribuent aussi à la richesse de l'échantillon. Hein. Donc, ça sera évidemment quelque chose que vous devez bien définir dans votre formulaire de demande. D'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, on vous remercie. J'ai juste une question. Est-ce que les échanges qu'on vient d'avoir, est-ce qu'il pourrait y avoir un compte-rendu? Parce que je pense que ces questions reviennent régulièrement.
Et à l'avenir, pour les autres, si le diaporama va être rendu public, ce serait peut-être bien, enfin, je ne sais pas si vous pourrez le faire au CRB, c'est faire un truc genre foire aux questions, parce que je pense que toutes les questions qu'on a posées reviennent régulièrement. Alors, c'est tout à fait vrai. En fait, c'est enregistré le webinaire, là, donc les Ouais, réponses seront enregistrées. Après, foire aux questions, ça veut dire du temps homme et du oui, temps cerveau. Donc, comme on n'a que 2 bras, même si Lamia se transforme des fois en Shiva et un peu moi aussi, mais voilà. On ne peut pas non plus faire tout. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, effectivement, vous suiviez au moment où on vous transmet l'information, peut-être qu'on l'affiche sur le site internet. Mais quand on a des réunions aussi avec le DRCI, on essaie de vous tenir au courant des nouveautés d'information. Et nous, on travaille vraiment main dans la main avec Lamia pour pas non plus trop solliciter le DRCI, mais vraiment avoir des informations qu'on recoupe pour vous transmettre toujours les dernières informations. Parce que, comme on vous l'a dit, c'est très frustrant pour tous, et nous, on est chercheurs aussi. La loi, elle évolue. Le RGPD, il vient d'être mis en place depuis 1 an et demi et les CPP ne sont pas tous au courant. Donc, on a des fois, effectivement, des questions un peu surprenantes. Et nous, en fait, on fait un peu une jurisprudence avec, évidemment, les chefs de projet aussi de l'URC. Je vois qu'il y en a quelques-uns de connecter, et c'est super parce qu'on essaie aussi bien d'échanger et de faire peut-être pour 2023 des petites réunions de débriefing, notamment sur les retours des CPP. On avait un petit peu parlé de ça avec Lamia pour qu'il y ait un meilleur échange de l'expérience de chacun. Je voudrais ajouter aussi autre chose, si tu permets, Céline, c'est que honnêtement, si j'ai un conseil à vous donner tous, c'est que si vous pensez biocollection dans le cadre du soin, contactez le CRB. Si vous pensez collection avec projet de recherche, contactez la consultation méthodologique comme il a été mis dans les autres webinaires d'appui à la recherche clinique dans notre GH. Il faut absolument, en fait, la loi change, les difficultés peuvent augmenter au lieu de diminuer parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils simplifient. En fait, ils ne simplifient rien du tout. Ça ne fait que se complexifier. Et honnêtement, pour bien démarrer, il vaut mieux contacter les gens qui ont cette expertise plutôt que de vous engager dans des documents et des trucs que vous ne maîtrisez pas forcément et vous arrivez, vous venez nous voir, 3 mois sont passés, vous avez consacré du temps, de l'énergie et vous êtes dégoûté parce qu'on vous dit « Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire ». Et là, honnêtement, voilà, il n'y a rien de plus frustrant et rageant. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de contacter Céline ou Jean-François ou l'URC via la consultation méthodologique. Nous, de toute manière, dès que vous contactez la consulte méthodologique, on met autour de la table tous les intervenants d'appui à la recherche. Donc, s'il y a besoin du CRB, c'est sûr que Céline ou Jean-François seront dans la boucle. C'est une règle entre nous, voilà, et puis c'est normal. Tous les intervenants sont conviés, donnent aussi leurs directives, leur budget, etc., etc. Voilà. J'espère s'il y a un mot d'ordre à retenir dans tout ça. Pour moi, en tout cas, ça serait de vous dire ça. Anne-Marie? Je vois la main levée, mais c'est peut-être une main levée d'avant. Ah, tu es en mute. Peut-être que tu parles dans le vide. le lien pour le lien de réécoute, il sera disponible sur le site. Oui, Guillaume Calibre nous aide au pilotage, à la communication. Donc, vous le recevrez grâce à Guillaume. Super. Donc, pas de nouvelles questions.
Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci tous et infiniment, toutes. Céline, qui a été… Non, mais et- on te remercie infiniment parce que tu as été quand même à l'origine de ça et tu as… Oui, mais c'est aussi un plaisir vraiment de travailler sur le GH Paris-Saclay avec Lamia, qui a une expertise quand même de pointe au niveau européen surtout. Je vous encourage aussi pour les chefs de clinique, vraiment sur des projets européens, pour ne pas avoir des déceptions après à venir en parler, parce que voilà. Mais bon, je sais que ceux qui sont satisfaits, eh bien, ensuite reviennent. Et puis, ça sera du bouche à oreille. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse un point en 2024 sur autre chose, n'hésitez pas. Et puis, on reviendra pour vous tenir informés de toute façon. Et on distribue une newsletter sur le CRB aussi de Paris-Saclay. Si vous êtes non inscrit sur notre newsletter, eh bien, vous n'hésitez pas, vous écrivez sur le mail du CRB. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, bonne fête de fin d'année et bonne fête à tous. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup, Céline. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.